J'entends dire que nous avons porté plainte. Non, nous n'avons pas porté plainte. Le MSC n'a pas porté plainte à l'Union africaine. Le dire, c'est méconnaître les procédures relatives à cette organisation fêtière dans notre continent. Le mouvement pour la résistance du Cameroun a saisi le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et le président de la Commission de l'Union africaine d'un mémorandum d'alerte. Et je reprends, d'un mémorandum d'alerte pour attirer l'attention des dirigeants de cette organisation sur une catastrophe constitutionnelle qui est en cours dans notre pays, où le président en fonction, et je souligne en fonction, c'est pour dire, certains dit on n'a pas de président élu, il n'a pas été élu par le peuple camerounais, en notre entendement, peut-être par le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi nous disons président en fonction, donc président de fait parce qu'il a les armes, il a la police, il a la gendarmerie, il a le BIR, il a l'armée. C'est pourquoi il est président jusqu'à présent. Donc il est président de fait, pas parce qu'il a gagné une élection démocratiquement organisée. Donc c'est une forfaiture qui a cours dans notre pays. Et pour que vous compreniez notre démarche, il faut aller dans un instrument important de l'Union africaine, c'est la charte africaine pour la démocratie, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est un instrument important pour la sauvegarde des principes démocratiques dans notre continent. Mais en ce qui concerne le Cameroun, c'est un instrument qui ne sert à rien, parce que le régime dictatorial, il faut relever, le souligner, continue à piétiner d'abord la constitution de notre pays, les lois et les instruments internationaux. Je vais vous lire un aspect pour que vous compreniez notre démarche. Quand vous allez lire l'article 21 de la CADEJ, qui dit, je vais le lire entièrement si vous permettez, les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. 1. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. 2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. 3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. 4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Et ce qui nous concerne pour le cas d'espèce, tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Et vous allez constater que cet aspect-là, les principes démocratiques, se retrouvent dans notre constitution, notamment à l'article 64. Et j'ai entendu certains professeurs qui veulent se passer pour des experts alors qu'ils ne maîtrisent pas le droit constitutionnel, et certains veulent même, ont l'autoprudence de vouloir donner des leçons à un Maurice Kamto, qui a été, il faut le relever, sans fausse modestie, président de la Commission des droits internationaux des Nations Unies, aujourd'hui membre du curatorium, c'est-à-dire l'organe directeur de la Commission des droits internationaux de la Haye. Il faut le relever, sans fausse modestie. Alors, il faut relever que, dans la réalité, l'article 2 que les uns et les autres évoquent, qui en fait a été ajouté dans notre constitution en 1996, lors de la révision de 1996, c'est l'article de l'alinéa 2 de l'article 2, qui dit « Les autorités chargées de diriger l'État tiennent le pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. » Sauf disposition contraire de la présente Constitution. Sauf que cet article-là n'est pas opérationnel lorsqu'on va lire l'article 64 de la Constitution, qui dit aucune, et je souligne aucune, je reprends, aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine
à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. On souligne principe démocratique. Or, l'un des principes démocratiques qui est reconnu au peuple, c'est le choix par ce peuple-là de ses dirigeants. C'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale exercée par le peuple. Qu'est-ce que nous constatons? Un homme qui prétend, parce qu'il prétend, avoir été élu par le peuple, il nous dit, je vais maintenant m'accaparer de ce pouvoir que vous m'avez confié un instant. Parce qu'à ce moment-là, je n'en suis que le dépositaire, je ne suis pas propriétaire du pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple, par le moyen de l'élection, me donne une partie de ce pouvoir-là. Ça veut dire que ce pouvoir-là m'est donné et toute personne est à moi, notre grand-père national, Paul Biya. C'est à lui il prétend qu'on lui a donné ce pouvoir-là. Donc, il ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre. S'il le transmet, à ce moment-là, il dénie au peuple, c'est-à-dire l'ensemble des Camerounais, le droit de choisir leurs dirigeants. C'est en cela que ça devient anticonstitutionnel, c'est en cela que ça flambe, n'est-ce pas? Ça va à l'encontre de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Je donne la parole à Émile Messi sur le caractère des institutions républicaines du Cameroun. Nous avons fait des débats. Maurice Kamto, on le sait, c'est un homme politique. On connaît sa trajectoire. Mais revenir à dire qu'on a porté une requête ou une plainte, je ne sais pas pourquoi, à l'Union africaine. Soit dit au passant, l'Union africaine a également félicité le chef de l'État pour sa victoire aux élections présidentielles du 12 octobre dernier. Donc, par rapport à votre question, la démarche du leader Maurice Kamto est connue. C'est une preuve à l'appui qu'il y a la démocratie au Cameroun. Je ne veux pas revenir sur l'antériorité. Cet homme politique a souvent été candidat aux élections. Mais depuis le boycott, il faut le dire, des élections couplées de 9 février 2020, voilà où nous en sommes aujourd'hui, de requête en requête. Lui-même a dit qu'il mesurait l'ampleur des dégâts en n'allant pas aux élections municipales et législatives du 9 février 2020. Et que d'abord, il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025. C'est ce qui s'est passé. Malgré les tentatives d'aller prendre un parti dans l'autre, ça n'a pas donné. Bon, aujourd'hui, comment M. Kamto appréhende la situation politique? Comment, dans ces conditions-là, avec ce qui venait de se passer, avec Churuma qui a réuni des foules de gauche à droite, avec ses propres militants, comment exister? Par exemple, c'est une question légitime d'un homme politique. Alors, il faut poser des actions. Et il faut entreprendre des démarches. La preuve, sur ce plateau, nous en parlons. C'est aussi pour un homme politique une façon pour lui d'exister. Les médias en ont parlé, vous avez dit mutation, je ne sais pas tout là, ils ont et tout. Pour lui, c'est aussi se refaire une santé politique. Donc, pour nous, hommes politiques, ce n'est pas très émouvant, ce n'est pas très surprenant que Maurice Kamto, leader politique, qui saisisse l'Union africaine, sachant que vous l'avez rappelé, que ça ne va rien produire. Mais l'effet escompté, c'est qu'on puisse parler de lui sur les médias, sur la scène politique. Et nous, on a bien fait aussi de dire qu'à un moment donné, ils se sont retirés des médias. Et aujourd'hui, ils ont compris que ce recul-là ne devait pas durer. Ils sont rentrés dans la scène médiatique pour dire qu'on revenait sur des questions de fond. Le problème de la Constitution, ou le problème posé par Maurice Kamto, qui a travaillé dans ces régimes, qui le maîtrise mieux que nous autres, je ne dis pas que c'est un faux problème, mais ce qu'il pose aujourd'hui comme type d'introduction, du poste de vice-président dans la Constitution, n'est pas anticonstitutionnel. Quand nous prenons la Constitution de 1972, qui jusque-là n'a été que révisée, puisque c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui, même en 1996, on parle de la Constitution de 1972. Et vous rappelez que depuis ce temps-là, la vice-présidence ou alors la succession au niveau de l'État a toujours été l'Assemblée nationale. Jusqu'en 1979, où le président Ahidjo décide de modifier cette constitution pour faire du Premier ministre le successeur constitutionnel, ce qui va s'opérer
en 82, le 6 novembre plus précisément. Et jusque-là, le président bienvenu au pouvoir a continué à faire en sorte que l'Assemblée nationale ou alors le Parlement succède en cas de vacances. Et la Constitution modifiée en 1996 a conforté cela avec un Parlement bicaméral. Sauf que cette fois-ci, la succession devait se faire au Sénat. Au Sénat, le Sénat qui est mis en place en 2013. Est-ce que vous voyez un peu? En 2015 que le Sénat est mis en place, mais jusque-là, c'était l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, rendu en 2025, 2026, que le président donc nous propose deux alternatives, parce qu'il ne faut pas se souffler sur ça. On dit, puisque ça peut se poser maintenant, puisque le vice-président n'est pas nommé, on dit bien que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président. Mais au cas où le vice-président est nommé, celui-ci prête serment et finit le mandat que le chef de l'État a eu du peuple. Qu'est-ce qui est nouveau? Lorsqu'il nous convoque l'article qu'il ne faut pas changer la constitution, pour pas former la forme de l'État, à quel niveau la forme de l'État a été touchée? Le Cameroun était un État unitaire décentralisé, avec des institutions qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on a touché au fond pour parler de la forme de l'État qui ne doit pas être touchée dans cette condition? Moi, je crois que le président a été plutôt réaliste, et vous avez d'abord soutenu, en parlant de l'efficacité des institutions. Le vice-président qui a pour mission, encore qu'il n'est pas encore nommé, parce que ce débat sera vraiment franc lorsqu'on va nommer le vice-président. Moi, je l'ai toujours dit. Tant qu'il n'est pas nommé, on se plutôt... Le débat sera franc et sincère. Lorsqu'il sera nommé, c'est qu'on dit ce qu'on doit faire le vice-président et ce qu'il ne doit pas faire. Je l'ai dit, puisqu'il n'est pas nommé, et on dit s'il n'est pas nommé, le président du Sénat, je fais ce qu'il a fait depuis. Enfin, quand vous avez dit franc, ça m'a fait penser à la grande une de mutation. On en parlera tout à l'heure. Puisque là, nous sommes dans la conjecture, nous faisons des supputations. Puisque ce vice-président n'est pas encore nommé, et la Constitution dit qu'au cas où il n'est pas nommé, au cas où il n'existe pas, c'est le président du Sénat qui fait ce qu'on lui connaît depuis. Donc, moi, je pense que, sincèrement, le chef de l'État a pensé à une situation où les institutions doivent être solides, stables et pérennes. Parce que lorsqu'on dit ce vice-président doit aller avec le mandat qui a été confié par le chef d'État à la fin. Doit-il être élu ou nommé? C'est encore un faux départ. Encore que lorsqu'on va à l'élection, c'est toujours le président qui choisit son vice-président et non le contraire. Alors, Aristide Monod, quelle est la lecture que vous faites de cette actualité? Vous avez ici deux points de vue complètement opposés sur la question notamment de la modification de la Constitution pour l'instauration d'un poste de vice-président. Dans l'opposition, notamment au MRC, on estime que c'est une approche anticonstitutionnelle qui viole les dispositions de la Constitution et qui retire au peuple souverain sa capacité, son pouvoir, son droit, n'est-ce pas, de désigner ses mandataires. Et vous avez en face des gens qui estiment, comme au RDPC, qu'il s'agit là de mettre en place des mécanismes de réforme permettant un fonctionnement plus efficient, n'est-ce pas, de l'État, avec ce tandem présidentiel qui permettrait au cas où, n'est-ce pas, de pouvoir assurer la continuité de l'État. Quelle est votre position? Et je pose la question de façon plus précise. Quelle est la pertinence de la démarche du président national du MRC? Bonjour Duval, bonjour à tous les co-discutants, bonjour à tous. Je crois qu'avant de rentrer dans le fond du sujet, il est important de revenir d'abord sur la dénonciation du MRC par la voix de son président. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas aussi matière à débattre, parce que si vous êtes péremptoire sur le fait que Paul Biya est président de la République, il serait aussi important que de temps à autre, que vous autres présentateurs, que vous rappeliez aux militants communicants du RDPC comme Maurice Kamto et le président du MRC. Je crois que là, il y aura quand même un certain parallélisme de forme, ou alors un certain équilibre, parce qu'il est aussi maladroit qu'on entende des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dire que Maurice Kamto n'est pas le président du MRC. Je crois qu'ils ne sont pas militants de ce parti. Alors sur cette question, si ça avait été dit sur ce plateau, je l'aurais... Non, quand je disais les médias, non, pas à vous, non, on vous reconnaît toute la rigueur dans la conduite des échanges. Donc ce message... Et sur cette question, si vous voulez savoir exactement quelle est notre position, nous sommes
clairement fixé sur ce que le président national du MRC est bel et bien Maurice Kamto. Il n'y a pas de débat là-dessus et nous permettrons à personne, en tout cas sur les plateaux qui sont les nôtres, de dire le contraire. Et nous sommes constants là-dessus parce qu'il faut savoir, lorsque le président Paul Biya a été esté en justice par Léon Teller Onana, nous n'avons jamais permis sur ce plateau qu'on dise que Paul Biya n'est plus le président national du MRC. Ça a été le cas avec le président national du PCRN, Gabriel Limonté, sur ce plateau comme étant le président national du PCRN, même si à un moment donné, il a été en justice dans les tribunaux avec d'autres formations politiques. Je ne vais pas revenir sur cette question-là. Ça a été le cas avec Kawala, présidente du CCP, lorsque le MINAT a voulu présenter Titafone comme étant... Donc, sur mais on a vu un militant du RDPC sur le plateau de Kinox dire que Maurice Kamto n'est pas le président du MSC sans rappel à l'ordre du présentateur. Et ça, nous le relevons. Non, écoutez, je vous ai dit que pour ce qui concerne le plateau que je dirige, je ne permettrai à personne de le dire. Je crois que c'est assez clair. Exactement. Est-ce que vous pouvez continuer à essayer? Voilà. Quand le message était destiné aux autres personnes. Je sais ça. Oui, mais vous lisez mon plateau. Vous lisez mon plateau. Alors, je dirais, Duval, il faut d'abord questionner, comme vous l'avez si bien mentionné, la pertinence de la dénonciation, la pertinence de la démarche et voir probablement l'efficacité avant de revenir sur le fond même de la dénonciation. Alors, concernant la pertinence de la démarche, est-ce que le MSC a la qualité d'introduire une dénonciation auprès de l'Union africaine? Nous dirons de manière péremptoire oui, y compris les acteurs de la société civile. Ils peuvent également introduire des dénonciations auprès de l'Union africaine. Est-ce que Maurice Kamto, qui est juriste, a la pleine mesure des conséquences politiques de l'acte qui est dénoncé? Je dirais tout simplement oui. Est-ce que l'Union africaine est habilitée à recevoir les dénonciations des acteurs politiques des pays qui constituent cette organisation? Je dirais aussi oui. Est-ce qu'il revient de la responsabilité de l'Union africaine de pouvoir statuer sur les dénonciations? Je dirais également oui. Je ne vais pas revenir sur des articles qui ont été lus tout à l'heure par M. Justin Noir. Maintenant, la polémique autour de l'efficacité d'une telle action. Nous sommes dans un contexte où on a affaire à un ordre gouvernant qui affectionne la dictature à huis clos. C'est-à-dire que lorsqu'il veut brimer, lorsqu'il veut frauder, lorsqu'il veut émettre des puanteurs, il n'aimerait pas que cela traverse les frontières nationales. La preuve en est qu'à l'occasion du séjour du pape, vous avez vu, tous les membres du système sont devenus quasiment des moines, des servants de messe, pour prouver à la communauté internationale, prouver aux souverains pontifes qu'ils sont des Bonnégaines. À côté de nous, dans une dictature similaire, on a vu un président se mettre quasiment à genoux pour faire l'acte de contrition, de confession. Donc il faut dire que, au-delà de l'orgueil qui peut animer certains, il y a quand même un souci pour l'ordre dominant de polisser son image, d'habiller son image, de se faire une bonne image. Et face donc à un acte comme celui que vient de poser le MRC, il est clair que l'ordre dominant ne peut que se trouver en difficulté dans la mesure où il se rend compte que les puanteurs, les senteurs de la modification constitutionnelle sont en train de s'échapper des frontières nationales pour atteindre maintenant des instances internationales. Maintenant, revenons sur le fond de la question, et je crois que tous les acteurs politiques du côté du changement devraient rester focus sur le fond du problème dénoncé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est clair que on ne peut pas, à des instances aussi élevées, à des instances aussi suprêmes, penser un seul instant à un transfert de souveraineté populaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On demande au président de la République de transférer la souveraineté populaire acquise
lors des dernières élections, même si il y a toujours débat autour de la véracité de cette souveraineté populaire. Mais toujours est-il que on ne peut pas quand même penser dans une république, encore plus une république démocratique, qu'un seul instant, on peut transférer la souveraineté populaire acquise au cours d'une élection présidentielle. Et lorsque vous interrogez le mécanisme d'introduction de cette dynamique de transfert de la souveraineté populaire, vous vous rendez compte que le procédé ça a été fait de manière cavalière. Ça veut dire qu'on profite d'une majorité assez obèse à l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat, pour se faire rapidement une certaine mue afin de sécuriser des intérêts futurs. Alors, lorsqu'on essaye d'interroger la logique du système, à partir du libellé même de l'article 5 nouveau, qui introduit le poste de vice-président, vous allez vous rendre compte que pour le système, il ne s'agit pas d'une urgence, mais tout simplement des garde-fous qu'on se donne pour des batailles futures. Et Dieu seul sait quelles seront ces batailles. Il est dit, le président de la République peut être assisté. Il n'est pas dit, le président de la République est assisté. On dit bien, il peut être assisté. Et qui dit déjà peut, intègre déjà peut ne pas. Alors, quelle était l'opportunité de l'introduction s'il n'y avait pas urgence? Parce qu'en fait, s'il y avait urgence, on allait écrire tout simplement, le président est assisté. Pourquoi on a donc décidé de s'offrir tout simplement la possibilité? Parce qu'il n'y a pas eu, dans les faits, création d'un poste de vice-président. Il y a eu plutôt création d'une possibilité de création du poste de vice-président. Il faut donc interroger les rationalités derrière ce montage juridique, ce montage constitutionnel. Et vous voyez de l'autre côté, on maintient tout de même la possibilité d'une succession ou d'une gestion de la vacance par le président du Sénat. Seulement, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement deux poids, deux mesures. La succession du président du Sénat, qui on suppose également bénéficie de l'onction du chef de l'État, parce que bon, il est de son parti, d'une manière ou d'une autre, il est nommé à l'intérieur à travers le groupe parlementaire. Mais toujours est-il qu'on ne comprend pas pourquoi, lorsque c'est le président du Sénat qui doit assurer l'intérim, il doit faire au cours 120 jours. Mais lorsqu'il s'agit du vice-président qui pourrait être nommé, lui doit terminer le mandat du président. Et lorsqu'il doit terminer le mandat du président, ça veut dire que le mec peut se taper facilement un mandat présidentiel aux États-Unis, un mandat présidentiel en France. Aux États-Unis, c'est 4 ans. En France, c'est 5 ans. Cela veut dire concrètement que si Paul Biya, demain ou après-demain, mardi, nous fait savoir qu'il n'est plus président de la République et qu'entre-temps, ce soir, on a nommé un vice-président, ce vice-président va conduire le Cameroun jusqu'en 2032. Ça veut dire que le gars va se taper un mandat présidentiel proprement. Et vous voyez que on n'est plus dans une logique de la consolidation des institutions ou de la sécurisation des lendemains qui semble un peu bizarre pour le système et pour nous tous, mais on est plutôt dans des calculs purement politiciens à l'aune de la succession. Je vais vous prendre deux petites hypothèses. Ce sont des hypothèses. Des hypothèses, ça veut dire des suppositions. Le président de la République peut décider de démissionner. Alors, pour gérer la succession gré à gré, on cache l'information le temps de nommer le vice-président. Quelque chose peut également lui arriver, on cache. Et puis, on attend de nommer vite le vice-président. Donc, le vice-président, le poste de vice-président, en fait, c'est le garde-fou que le système s'est doté pour constitutionnaliser le gré à gré. Alors aujourd'hui, la question qui nous semble fondamentale, c'est celle en fait de l'efficacité même de l'introduction de ce poste de vice-président. Ça veut dire que lorsqu'on pose un acte, on essaye de calculer sa rentabilité, le bénéfice de cet acte. Alors, si on décide aujourd'hui
de laisser à la tête du Cameroun pendant peut-être 6 ans au cas où Paul Biya quitte ou par après-demain, après avoir nommé un vice-président, est-ce qu'on est vraiment dans une logique de consolidation de la paix, de consolidation de la stabilité de nos institutions? Je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui estiment qu'on pourra nommer demain ou après-demain le vice-président, moi je ne suis pas assez optimiste. Moi je me dis, le régime attendra le bon moment, et j'ai émis 2 hypothèses. C'est peut-être que proche de ces moments que le système pourra donc utiliser la possibilité de nommer finalement un vice-président.